Bonjour à toutes et tous. Écoutez, très heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode de la saison 3. Parce que comme je l'ai indiqué sur mon fil LinkedIn cet été, le groupe FICAD, qui est le nouveau propriétaire de Bismart, a souhaité poursuivre Smart Women, je le remercie. Alors Smart Women, vous le savez, c'est l'émission qui veut donner le pouvoir aux femmes. Alors on me demande parfois, mais pourquoi le pouvoir ? Le pouvoir tout simplement parce que c'est une question bien sûr de justice sociale, mais c'est surtout une question de performance économique, parce qu'aujourd'hui il est vraiment très connu et très démontré que la parité, ou ce qui mène à la parité, est un atout tout à fait déterminant par rapport à la performance, à la croissance et également à l'équilibre des choix opérés. Donc voilà, donc le motto de l'émission, c'est « Les femmes doivent prendre leur juste place dans toutes les sphères de pouvoir, économique, politique, médiatique, etc. » Alors aujourd'hui, pour en parler, je vais avoir le plaisir de recevoir tout d'abord Laura Krasniqi, qui est une entrepreneure, cofondatrice de la plateforme Oh My Season, qui a été accompagnée par l'association Les Déterminés. J'en avais reçu le président Moussa Camara sur ce plateau même en 2023. Ensuite, j'aurai le plaisir d'accueillir Dominique Carlac, qui est également entrepreneur, qui est chroniqueuse, qui est très engagée également au niveau du MEDEF et qui a lancé les femmes du MEDEF il y a 6 ans. Elle nous parlera de ce mouvement. Et enfin, je ferai le portrait de Cécile Cantrel. Cécile Cantrel, qui est la présidente du groupe Alzapan. Alzapan, c'est une ETI, leader français de la fabrication de meubles, qui est une affaire familiale installée depuis 3 générations en Alsace. Voilà le programme. Donc, tout de suite, je vais accueillir Laura Krasniqi. Bonjour Laura Krasniqi. Bonjour. Laura, bienvenue dans Smart Women. Alors, vous savez que vous êtes là pour nous parler de vous, de votre entreprise, bien sûr, mais également pour témoigner pour l'association des Déterminés, dont vous avez, qui vous a accompagné, vous avez bénéficié de leur accompagnement. Alors, pour ceux qui ne le savent pas aujourd'hui, les Déterminés, c'est une très belle association qui a été créée par Moussa Camara et qui aide à la création d'entreprises à la fois dans des quartiers populaires, mais c'est aussi, surtout, finalement, un état d'esprit, c'est-à-dire avoir envie d'entreprendre et être déterminé dans son entreprise. Voilà. Donc vous allez nous parler des atouts que vous y avez trouvés. Alors Laura, vous avez 29 ans. Oui. Vous êtes arrivée en France à l'âge de 3 ans. Vous veniez du Kosovo. Vous avez donc fait vos études et vous avez démarré votre activité professionnelle en France par du marketing. Vous avez d'ailleurs travaillé 4-5 ans chez SNCF Orange. Et puis un beau jour, vous avez eu l'envie de cofonder votre entreprise. Alors racontez-nous le déclic. Tout à fait. C'est vrai que moi, initialement, je n'étais pas forcément destinée à être un entrepreneur. Et donc, j'ai passé toutes ces années à travailler en marketing et en communication pour des grands groupes. Et au bout d'un moment, j'avais envie de voir autre chose, d'aller sur quelque chose de plus humain, plus concret. Et j'ai tout lâché. Et c'est pendant mes vacances que j'ai fait la rencontre d'un patron de restaurant qui m'a proposé de venir chez lui pour faire une saison en étant logé, nourri, blanchi. Et en discutant, de fil en aiguille, il m'a dit en fait à quel point pour lui c'était compliqué de trouver du personnel saisonnier. Et moi, j'avoue qu'à ce moment précis de ma vie, j'en avais un petit peu marre du bureau et je me suis dit comment ça, il trouve personne. C'est quand même un job de rêve sur une île paradisiaque, logé, nourri, blanchi et en plus payé et plutôt bien payé. J'ai pas tout de suite compris. Et finalement, c'est en remontant sur Paris que je me suis aperçue que, comme lui, c'est plus de 70% des établissements qui ont des difficultés à recruter. Et ça s'explique pour plusieurs raisons. Déjà, le logement, c'est un petit peu le nerf de la guerre de cette pénurie de main-d'œuvre. Ensuite, c'est un sujet qui a été un petit peu abandonné par les sites traditionnels. On ne sait pas forcément où aller chercher sa saison ou même des candidats saisonniers. Et enfin, tout le monde le sait, c'est un secteur qui a souffert d'une mauvaise image du métier. Il y a eu des abus côté candidat et côté recruteur. Alors donc, justement, on va venir en quelques mots, puisqu'après il faut qu'on parle des déterminés. Donc en quelques mots, donc on vous comprend bien les ressorts de votre création et bravo parce que c'est vraiment l'observation qui vous a permis de créer de co-créer avec votre associé cette plateforme. Dites-nous juste très rapidement la plateforme justement comment elle fonctionne, combien d'adhérents, combien d'acteurs sont présents, avec qui vous travaillez, etc.
Donc rapidement. ça s'appelle Oh My Season. Nous, ce qu'on fait, c'est plutôt simple. On met en relation des candidats saisonniers avec des établissements touristiques, que ce soit des hôtels, des restaurants, des campings, des clubs vacances, des stations de ski. Aujourd'hui, on est sur le point de franchir le seuil des 10 000 inscrits. On a bravo, plus de, bien. merci beaucoup. On en est très fiers parce que c'est pas facile. Et on a plus de 180 entreprises référencées aux quatre coins de la France. Et vous avez également des accords avec syndicats, hôteliers, etc. Hein, c'est ça? Exact. On a signé cette année avec l'UMI, qui est le premier syndicat hôtelier de France et qui représente pas loin de 35 000 adhérents. Et donc, c'est vrai que nous, ça nous apporte un certain soutien, une certaine crédibilité dans ce secteur. Bien sûr. Alors, venons-en justement, au début, vous aviez eu besoin d'avoir un accompagnement. Alors, comment avez-vous trouvé les déterminés? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Comment ça s'est passé? Alors, passer d'un statut cadre à un statut d'entrepreneur, c'est vraiment pas facile. C'est un gros saut. Et moi, j'ai tout de suite ressenti le besoin d'être accompagnée pour deux choses. La première, c'est vraiment pour être rassurée, parce que tout de suite, quand on rejoint un collectif, ça pose une structure. Et la seconde, c'est vraiment pour aussi concrétiser, de me dire, maintenant, je lâche tout et puis j'y vais à fond. Et j'en ai discuté avec mon associé, puisqu'on est deux derrière Oh My Season. Et on a commencé à faire des recherches, on a comparé les différents programmes et on est tombé sur les déterminés. Et on les a sélectionnés tout simplement parce que leur programme était sur 6 mois. Donc on s'est dit que 6 mois, c'était bien pour avoir une vraie évolution et aussi pour la densité du programme, en fait, on voit à peu près toutes les facettes de l'entrepreneuriat et c'est plutôt cool. Et donc, vous avez appris tout ce qui vous manquait, c'est-à-dire le juridique, le comptable, le financier. Et vous restez de toute façon au sein du club, puisqu'il y a un club, bien sûr. Et donc là, ça vous permet d'avoir en permanence des réponses à vos questions. C'est ça. Ce qui est chouette avec les déterminés, c'est que souvent les incubateurs, c'est un temps et après, il ne se passe plus grand-chose. Et ce n'est pas du tout le cas avec les déterminés. Une fois qu'on les a rejoints, c'est presque pour la vie, si je puis dire. Et donc, c'est un soutien au quotidien, puisque dès qu'on a une question, ils sont hyper réactifs. C'est aussi des opportunités business, puisqu'ils nous permettent, ils nous ouvrent un carnet d'adresses, ils ont tout un tas de partenaires. Ils organisent aussi des concours qui nous donnent, nous, ensuite, des avantages. Donc, c'est vraiment une histoire un petit peu long terme qu'on a construit avec les déterminés. Bon, écoutez, bravo, parce que votre témoignage est très éloquent par rapport à ce que vous avez trouvé avec les déterminés, mais c'est exactement ça, un réseau, c'est fait pour ça, c'est fait pour aider. Et vous avez eu l'intelligence, c'est l'intelligence et le talent, d'y avoir recours dès le début, parce que parfois on n'y pense pas, puis après c'est un petit peu plus difficile, parce que c'est un peu plus tard. Vous avez fait ça dès le départ, donc bravo. Écoutez, il me reste à vous souhaiter beaucoup de succès, sachant que je trouve que vous illustrez parfaitement cet esprit d'entrepreneur qui est, vous détectez un besoin, et à partir de ce besoin, vous avez apporté une solution qui passe par la création d'entreprise. Et pour ça, c'est l'esprit d'entreprise, c'est formidable, bravo. Merci. Très bon succès, merci. Bonjour Dominique Carlac. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, en fait, sachant que, connaissant vos convictions et votre engagement pour la place des femmes dans l'économie, j'avais aucun doute sur le fait que vous acceptiez. Merci pour cette invitation. Alors, je vous ai demandé de venir dans le rôle du grand témoin, mais j'aurais tout aussi bien pu vous demander de venir pour faire votre portrait, puisque vous êtes chef d'entreprise. Vous dirigez depuis 20 ans le cabinet D consultant qui fait du conseil en innovation et de l'ingénierie industrielle 4.0. Bon. Alors, vous êtes également connue pour avoir été athlète de haut niveau, vous êtes chroniqueuse, vous vous êtes présentée pour la présidence du MEDEF. Bref, vous avez un parcours à la fois très diversifié, très complet, très successful d'ailleurs. Donc finalement, première question, comment avez-vous vécu votre position de femme dans ces différents univers, le sport, la politique, le syndicat, le journalisme ? Pendant longtemps, j'ai pas vécu de manière singulière ma position de femme. Pendant longtemps, j'ai été dégenrée, c'est-à-dire que je faisais du sport parce que je courais vite, j'ai créé mon entreprise parce que j'avais envie d'indépendance, j'étais engagée dans mon syndicat professionnel parce que j'avais une idée sur la question de ma profession, mais pendant longtemps, je n'ai pas considéré que je le faisais parce que j'étais une femme et que j'avais une pratique différente. Et puis, j'ai eu un déclic un jour où vous avez rappelé que j'ai été candidate à la présidence du MEDEF. Et puis, un jour,
pendant la phase de candidature, où on avait une audition, un homme a posé une question dans l'assistance en posant la question à son voisin en disant « Mais est-ce que tu connais Dominique Carlac ?» J'étais peu connue. Puis le prénom, en plus, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Homme-femme, et j'étais peu connue, je ne faisais pas encore de médias. Et la personne à qui on a posé la question dit « Non, je ne connais pas Dominique Carlac ». Et celui qui avait posé la question lui répond « Tu vas voir, c'est une femme, mais elle est pas mal. » Et là, j'avais 40... Le mais elle est pas mal. Je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai 49 ans. Ouais. Depuis que je suis née, je travaille pour être bonne à l'école, pour être bonne sur les stades, pour être bonne dans mon entreprise, pour faire les choses bien. Je n'ai jamais considéré que parce que j'étais une femme, ça pouvait être moins bien ou différent. Et là, je me suis dit, il y a des stéréotypes qui sont intériorisés. J'avais affaire à une personne qui était lettrée, qui était éduquée. Qui était chef d'entreprise. Qui était chef d'entreprise. J'avais aucun reproche a priori à lui faire. Le fait qu'il réponde ça, je me suis dit, ah, c'est marrant, il y a l'air d'avoir quelque chose dans la société qui traîne et qui fait qu'en 2018, c'était en 2018, on pense encore que c'est une performance que la femme, là, elle soit candidate à la présidence du MEDEF. Et qu'elle soit bien. Et qu'elle soit bien en plus. Et donc là, j'ai pris conscience que jusque-là, et j'ai vécu cette campagne comme quelque chose qui était très compliqué, non pas parce que j'étais une mauvaise candidate, mais parce que j'étais tout le temps enfermée dans ma singularité de j'étais la femme candidate ou la sportive candidate, mais je n'étais pas la candidate comme ces messieurs. Là, je dis, non, je veux faire part du fait que moi, j'ai une vision de l'économie, j'ai une vision du social, j'ai une vision de la géopolitique, et pas simplement parce que je suis une femme. Donc j'ai une cesse de dégenrer. C'est cette fameuse question de l'essentialisation contre laquelle on lutte. Et c'est vrai que les choses ont quand même beaucoup évolué par rapport il y a une vingtaine d'années, mais néanmoins, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Alors, vous vous êtes engagé, donc de ce fait, ça a été l'une des raisons qui a fait que quand vous avez été en position 2, vous avez proposé le lancement des femmes du MEDEF. Oui, parce qu'à l'issue de cette campagne, Geoffroy Roux de Bézieux a été élu président du MEDEF. Il m'a nommée vice-présidente et porte-parole. Et donc, il m'a dit, qu'est-ce que tu proposes ? J'ai dit, écoute, créons Femmes du MEDEF. Parce que moi, j'ai détecté des choses qui font qu'on ne met pas assez en avant nos femmes. Or, que ce soit Laura qui a fait son témoignage de créatrice d'entreprise, ou Cécile, juste avant vous, ou toutes les Hélène, les Marie-Claire que j'ai rencontrées, il y a du talent dans notre réseau. Donc, il faut mettre en avant ce talent dans notre réseau MEDEF, dans notre réseau patronal, et pour dire que, en fait, la place des femmes, elle est évidente, non pas pour être une réserve d'indienne. Moi, je suis une militante patronale pour défendre l'entreprise, mais pour défendre les chefs d'entreprise, qu'ils soient hommes ou femmes, mais pour dire, si on veut être performant, que ce soit dans l'entreprise ou dans un réseau patronal, il faut être exemplaire. Il faut être exemplaire dans le travail qu'on apporte, mais aussi... On ne peut pas lutter contre le politique en disant ils veulent nous faire des lois, ceci, cela, si nous-mêmes, à l'intérieur du MEDEF, on n'est pas exemplaire. Et donc, Femmes du MEDEF, c'était pour être exemplaire en disant nous aussi, on féminise nos instances, nous aussi, on a des talents, mais par ces biais un petit peu qu'on a à l'intérieur, on passe pas spontanément, on dit qu'il y a besoin peut-être d'une école de formation. Non, il y a des femmes, elles sont prêtes. Elles sont prêtes, simplement, il faut les lancer, il faut les mettre en piste et les mettre surtout en visibilité. Et alors aujourd'hui, les résultats au sein des femmes du MEDEF, qu'est-ce que ça donne en termes de contre chiffres? toute attente, moi je me disais, c'est les grandes entreprises qui vont s'en emparer, les grandes fédérations professionnelles. Elles font des choses, mais c'est surtout les territoires du MEDEF qui s'en sont emparés. On a 120 territoires au MEDEF, 120 territoires, donc c'est des départements qui se sont emparés. On a déjà une trentaine de MEDEF territoriaux, c'est-à-dire de MEDEF départementaux, par exemple, vous allez dans les Hautes-Alpes, dans l'Orne, qui ont créé des réseaux femmes du MEDEF. Et puis, on en a 20 en gestation. Et donc, à la fin de l'année 2024, on aura 50 femmes du MEDEF sur tout le territoire. D'accord, 50 réseaux. 50 réseaux qui, justement, vont chercher la compétence des femmes pour représenter le monde de l'entreprise, le monde patronal, et puis proposer des actions pour défendre l'entreprise. D'ailleurs, j'ai reçu, il n'y a pas très longtemps, Émilie Lefebvre, qui a créé Femmes du MEDEF, dans l'Orne. Vous avoir vu en visite, donc ça. On est venu, elle dirige une entreprise, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'elle. C'est des personnes comme ça qui peuvent défendre l'entreprise. Puis c'est aussi un signe
je dirais, non seulement d'égalité de traitement par rapport à nos 35% de femmes chefs d'entreprise, mais c'est surtout une question de modernité et d'image. Et puis après, après de performance. Et de performance, avant tout. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Dominique pour ce témoignage, pour la sincérité qui vous a toujours caractérisé. Donc on l'a bien retrouvé là. Merci, et là maintenant, je vais recevoir justement une patronne d'entreprise, d'ETI. Donc voilà, Cécile Cantrel, et elle va nous parler de son métier, 3 générations. Formidable. Le beau tissu économique français qu'il faut préserver avant tout. Absolument. Merci. Merci Dominique. Bonjour Cécile Cantrel. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Woman. Alors Cécile, vous savez que je souhaite absolument mettre en valeur des dirigeants d'entreprise dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les dimensions de cette activité, puis sur tous les territoires français. Et dans une période en plus où c'est particulièrement crucial de montrer toute la valeur créée par le monde de l'entreprise pour pouvoir le préserver et le développer. J'ai choisi de faire parler des patronnes de PME et d'ETI. Vous êtes l'une d'entre elles, puisque vous dirigez un groupe qui est le groupe Strub, mais qui n'est pas très connu sous ce nom-là. C'est le nom de votre grand-père qui était fondateur du groupe en question. Mais c'est plus connu sous le nom d'Alzapan, mais vous allez nous en parler. Et vous êtes la 3e génération aux commandes du groupe. Et vous êtes installé en Alsace, qui est le berceau de l'entreprise. Donc, vous allez tout nous raconter sur l'entreprise, sur ce qu'elle fait, où elle en est aujourd'hui. Mais avant, on va commencer par votre parcours personnel. Donc, dites-nous, avant d'arriver dans l'entreprise familiale, ce que vous avez fait. Alors, avant de travailler dans l'entreprise familiale, j'ai fait une formation d'ingénieur, génie civil, puis une spécialisation dans les énergies renouvelables. Parce que vous ne vouliez pas venir dans l'entreprise au départ. Non. C'est vrai que par peur de l'échec, probablement, je ne souhaitais pas travailler dans l'entreprise familiale. Ouais. Donc avant, j'ai fait ma propre expérience technique dans un bureau d'études dans le bâtiment. Donc vous êtes resté 4-5 ans dans le bureau d'études Oui, c'est ça. 4-5 ans. Dans l'étanchéité des toitures. D'accord. Puis je crois que vous avez même refait un diplôme énergie renouvelable. Vous avez travaillé ou vous avez développé vos compétences dans ce registre-là. Oui, dans un second temps. Après mes 4 années d'expérience en bureau d'études, j'ai fait un master dans les énergies renouvelables. D'accord. Parce que ça, c'était pour vous, à la fois vous étiez ingénieur, à la fois vous vouliez avoir une compétence particulière sur un sujet qui vous tenait à cœur. Mais enfin, tout ça a été fait pour continuer votre voie en dehors de l'entreprise. Tout à fait. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a un moment quand même où vous avez rejoint. Donc vous avez rejoint quand et pourquoi? Alors, suite au décès de mon oncle, qui a travaillé en parfaite cohabitation avec ma maman, j'ai rejoint l'entreprise pour soutenir dans cette période un peu difficile, parce que mon oncle était un entrepreneur assez charismatique. Et votre mère travaillait avec lui, elle était oui, depuis de longues années financière pour l'entreprise, d'accord. Voilà. Et donc j'ai tout simplement rejoint le groupe pour aider, donner un coup de main dans cette période. Mais comme souvent d'ailleurs les filles, que j'ai reçues, les dirigeantes que j'ai reçues qui ont été filles de créateurs ou petites filles, souvent au début elles ne sont pas nécessairement destinées à, mais quand on a besoin d'elles, forcément elles y vont. Donc vous avez fait ça. Alors quand vous êtes arrivé donc pour aider et que vous avez fait des choix importants dans votre vie pour pouvoir aller accompagner, expliquez-nous comment était l'entreprise. Après on parlera de la carte d'identité d'aujourd'hui, mais comment était l'entreprise à ce moment-là? Quels étaient ses enjeux? Comment était-elle? Alors à ce moment-là, le métier principal était le même qu'aujourd'hui. C'est la transformation de panneaux en produits d'aménagement de la maison, c'est-à-dire revêtement de sol stratifié, parquet, meubles en kit. Qu'est-ce que j'entends par meubles en kit? C'est caissons de cuisine, dressing. Ça, c'était le métier numéro 1, historique. Et on a également développé en parallèle d'autres activités. Donc, dont une qui était la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques. Donc, le nom de cette société est Voltec Solar, puisqu'on on fabrique encore en Alsace aujourd'hui des panneaux solaires photovoltaïques. Et donc, c'était une période c'était vraiment la période de création de cette société. Donc, dans un premier temps, j'ai rejoint cette société, vu qu'en plus, j'avais... vous aviez fait des études là-dessus. Technique et une spécialisation là-dedans. Donc, j'ai rejoint dans un premier temps cette activité... pour l'aider dans cette phase de démarrage, en fait. On est dans une phase de démarrage.
Et alors après? Parce que là, est-ce que c'était quelle année, ça, pour resituer un petit peu dans le temps? 2010. 2010. 2010. Donc voilà, j'ai travaillé 1 an dans ce métier. Et puis après, j'ai rejoint le métier principal, qui est la transformation de panneaux, qui est toujours aujourd'hui le métier principal. Nos clients sont tout ce qui est grande surface de bricolage, les réseaux spécialisés d'ameublement, la distribution les négoces de matériaux, la distribution spécialisée. Voilà, donc c'est pas forcément Alsapan, Alsa Flooring, ce sont pas forcément des marques très connues, mais qui sont connues par les distributeurs. Par les professionnels, bien sûr. Oui, parce que là, vous ne le dites pas, mais vous êtes le premier, en France, vous êtes le premier fabricant. Aujourd'hui, on est le plus gros transformateur de panneaux, le plus gros, en termes de volume, fabricant de meubles et de revêtements de sol en France. C'est ça, donc c'est quand même important. Et alors, juste pour terminer votre parcours, donc, vous avez rejoint donc, la partie principale Alsapan, et vous êtes devenue présidente de l'ensemble depuis quand? Alors, ça fait combien de temps? Depuis un peu moins de 10 ans. Un peu moins de 10 ans. Donc, 10 ans, vous avez pleinement, vous exercez pleinement votre rôle. Il s'est passé très très vite. De dirigeante. Donc je ne me destinais pas à travailler dans l'entreprise familiale, mais finalement, quand je regarde derrière moi, c'est passé tellement vite que. C'est votre vie, en fait. Je m'éclate. Oui, absolument. Alors, parlez-nous de l'entreprise aujourd'hui. Donc aujourd'hui, situez-nous d'ailleurs pour parce que les chiffres sont importants. Situez-nous le niveau de chiffre d'affaires, le nombre de collaborateurs, les structures, comment vous êtes positionné. Dites-nous tout ça. Oui, alors aujourd'hui, on est un peu moins d'1 millier de collaborateurs. En France. En France. Oui. Uniquement en France, et pour un peu plus de 300 millions de chiffre d'affaires. Oui, donc une très belle ETI, c'est vraiment la belle taille, donc oui, bien sûr, et régionale, donc vous êtes installé... Alors, nous sommes installés dans plusieurs départements. Le Bas-Rhin, qui comprend le plus d'unités de production, mais également en Moselle, dans l'Indre et en Creuse. D'accord. Et on a également une petite activité de fabrication d'outils et d'affûtage d'outils, donc en Haute-Savoie et aussi dans le Bas-Rhin. Et vous fournissez, parce que donc vous consommez un matériau qui est déjà transformé, puisque vous fournissez en France ou également en Europe. Où sont vos fournisseurs? Comme je l'ai dit, on est le plus gros consommateur, transformateur de panneaux. Donc, et en général, le panneau s'achète à moins de 300 km de nos usines. Donc, vu qu'on a des usines un peu partout en France, eh bien, on achète le panneau un peu partout en France, mais également dans les pays limitrophes, l'Allemagne, le Luxembourg. Oui, parce qu'à un moment, vous avez voulu d'ailleurs sécuriser votre approvisionnement, parce que vous avez le risque de manquer d'approvisionnement. Donc aujourd'hui, vous considérez que tout ça est stable, que vous avez suffisamment et qu'il n'y a pas nécessité de chercher ailleurs? C'est vrai qu'après une période où on a été un peu bousculés, tous, par le Covid et le post-Covid, on s'est beaucoup armé pour pouvoir mieux anticiper, notamment en tout ce qui concerne les approvisionnements de matières. Donc aujourd'hui, je pense que ça a été une période compliquée avec des hauts et des bas, mais aujourd'hui, on est mieux armé. Donc vous vous sentez à l'aise pour affronter. Alors justement, finalement, les défis principaux aujourd'hui, alors c'est quoi? Alors pour ma société, les défis principaux, en numéro 1, je mettrais tout ce qui est transmission de savoir-faire, parce qu'en fait, beaucoup des salariés sont engagés là depuis longtemps, même pour beaucoup ont été déjà recrutés à l'époque de mes oncles et de ma maman. Donc il y a un savoir-faire technique dans nos ateliers, et il faut s'assurer que ça perdure à travers les nouvelles personnes qui rentrent dans la société. Ça, c'est primordial. Parce qu'on a des salariés engagés, curieux, avec cette expérience, et ça, il faut qu'elles arrivent, qu'on arrive à transmettre. Et vous trouvez à recruter, justement, parce que donc il faut que vous recrutiez pour régénérer un petit peu au fur et à mesure. Vous arrivez à recruter?
Oui, on arrive à recruter. Vous n'avez pas de difficulté particulière? Parce que le sujet du recrutement est toujours un problème pour beaucoup de patrons. D'ailleurs, j'ai interviewé juste avant Laura Krasniki. Alors, elle, c'était le cas des saisonniers, mais enfin, on sait à quel point l'emploi est difficile. Donc, vous considérez que vous arrivez néanmoins, puis après, vous les formez dans l'entreprise. Alors, oui, et c'est important pour ça que l'industrie ouvre ses portes pour que les jeunes puissent se projeter dans les usines. Heureusement, on n'est plus à la période où si tu travailles mal, tu iras à l'usine, non. Mais il faut pouvoir encore ouvrir nos usines, montrer l'automatisme et tout ce qui peut intéresser les jeunes. Et voilà. Oui, j'avais vu d'ailleurs que vous aviez dit que votre souhait, un de vos souhaits importants, c'était que chaque jeune puisse connaître une expérience dans une usine. Oui, c'est vrai. Moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Donc, vous avez toujours vécu comme ça. Oui. De toute façon, moi, c'est normal. L'industrie, c'est très familier. C'est votre vie. Oui. Alors ça, c'est un premier défi, donc c'est la transmission de compétences. Donc ça, d'accord. Après, il y a d'autres défis, sans doute. Alors, comme autre défi, je dirais désensibiliser au marché français certaines de mes activités, puisqu'on est très dépendant du marché français. Donc, on se donne les moyens pour ça. On est en train de développer pour l'activité revêtement de sol, on est en train de développer beaucoup l'Amérique du Nord, l'Angleterre, mais également la Chine. Voilà. Ça, c'est un défi qui est en cours de l'exportation. Et sinon, en termes de défis, je vois aussi un défi pour la filière. Je me suis beaucoup engagée ces dernières années pour la filière bois. Et on est dans cette période où la forêt est très malmenée par tout ce qui est dérèglement climatique. Mais en même temps, on a la filière bois, forêt-bois, un rôle très important à jouer dans la transition écologique, dans la stratégie française énergie-climat, où en fait, on a la chance de transformer des arbres qui captent le carbone en charpente, parquet, meubles. Et en fait, nous, on va le stocker. Notre filière va stocker ce carbone dans le bois sur une longue période. Et donc, on a un rôle très important à jouer, tout en ayant des difficultés avec une forêt qui est malade de par dans certaines régions, de par les dérèglements climatiques, la sécheresse. Bien sûr. Donc, c'est un défi que la filière est prête à relever. Et je me suis beaucoup engagée ces dernières années. Dans la filière de soutien. Mais j'avais été frappée quand on a discuté ensemble avant l'émission, j'avais été frappée par la passion que vous avez pour le bois. Et finalement, le bois, pour vous, c'est un matériau qui répond à votre préoccupation justement de développement durable. Oui. Alors, cette préoccupation-là, elle est là depuis longtemps. Et c'est vrai que nous transformons des panneaux. Et en fait, le panneau, qu'est-ce que c'est? C'est les déchets de la forêt qu'on agglomère. Donc, depuis toujours, on a ça. On utilise nos déchets depuis les années 80 pour nous chauffer, pour avoir de la chaleur dans nos process de fabrication. Ça, c'est depuis les années 80. Donc, on est très en avance comme filière. Et donc, il faut qu'on continue dans ce sens. Bon, écoutez, on va s'arrêter sur ce message plein d'espoir d'ailleurs, parce que vous allez pouvoir développer. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. À vous. Notre émission est terminée, donc merci de l'avoir écoutée. Et puis, permettez-moi de dire, vive les entrepreneurs. Merci.